Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Chanzon, je suis français, donc je suis de Paris originellement, mais en fait je vis en Californie depuis une vingtaine d'années, à San Francisco. Dans ma carrière, en fait, je m'appelle un plombier informatique, hein, j'ai passé 20 ans à faire ou 25 ans à faire de l'informatique, une douzaine d'années chez Netscape et AOL et Sun à fabriquer des plateformes. Et ensuite, depuis 13 ans, en fait, je fais de l'évangélisme technique. Donc, je raconte des histoires aux développeurs, comme ce que je vais faire ici. Et donc, j'ai créé les Developer Relations chez Google. À la fin de mon temps là-bas, je m'occupais d'App Engine. C'était la plateforme qui a créé le concept de plateforme as a service. Ensuite, je suis passé chez VMware pour m'occuper de Cloud Foundry. C'est une plateforme qu'on peut installer on-premise. Après, je suis allé chez Microsoft sur Azure, et puis je suis passé chez Docker il y a quelques années, et donc je vais vous parler de la révolution des containers. Un truc que j'aime bien, c'est cette citation de William Gibson, c'est un écrivain de science-fiction canadien. C'est lui qui a écrit Neuromancer. The future is already here, it's just not evenly distributed. Je crois que c'est vraiment très vrai dans la technologie. Moi, j'ai passé toute ma carrière à essayer de surfer les vagues en voyant le futur se créer, surtout en Californie, en fait, dans toutes ces boîtes d'informatique qui sont un peu en avance. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de partager tout ça de manière à ce que le reste du monde adopte toutes ces technologies. Mais avant de parler de la technologie, j'aimerais parler de ce qui nous amène ici, en fait. Et donc, je vous poserai la question, qu'est-ce qui vous a amené au départ à faire de l'informatique ? Et donc, je vous donnerai ma réponse. Moi, en fait, ce qui m'a amené à faire de l'informatique, c'est que quand j'avais une dizaine d'années, je lisais énormément de science-fiction. Et donc, je lisais beaucoup de Asimov, Arthur C. Clarke, etc. Et donc, je rêvais d'un futur où on aurait des robots intelligents, comme dans iRobot, où on arriverait à prédire le futur à partir d'une grande masse de données historiques, comme dans Fondation, ou bien où on aurait des robots tueurs qui sont assez difficiles à gérer. Donc ça, c'était mes rêves au départ. Et aujourd'hui, dans la Silicon Valley, il y a un mouvement qui s'appelle la singularité ou le transhumanisme. C'est des gens comme Ray Kurzweil qui travaillent chez Google maintenant, qui poussent tout ça. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils expliquent « Oh, il y a la loi de Moore, là, les ordinateurs deviennent double de capacité tous les 18 mois. On extrapole ça aux 10 prochaines années et en gros, dans 10 ans, les machines seront plus intelligentes que nous et n'auront plus besoin de nous. » Donc c'est un vrai culte dans la vallée en ce moment. Je crois que Luc Ferry va en parler tout à l'heure. Pour moi, en fait, ça fait de la science-fiction excellente. Donc si vous aimez la science-fiction, je vous recommande Charlie Stross et Hannu Rajaniemi. Hannu Rajaniemi, c'est Arsène Lupin chez les transhumains, c'est vraiment génial. Super science-fiction. Par contre, quand je regarde l'état de l'informatique aujourd'hui, et alors je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans, en gros, on construit des couches sur des couches sur des couches pour faire des trucs complètement débiles, hein, toujours les mêmes applications où on remplit un formulaire et ça finit dans une base de données. Éventuellement, dans le meilleur des cas, on se retrouve avec ces assistants personnels qui sont complètement débiles et qui comprennent vraiment pas ce qu'on raconte. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que le transhumanisme et la singularité, c'est, en français, je dirais des carabistouilles. Et la raison pour laquelle c'est des carabistouilles, c'est ce qu'on voit ici. La loi de Moore, ça marche pour le hardware. Effectivement, aujourd'hui, les machines qu'on utilise sont 1 milliard de fois plus puissantes qu'il y a 40 ans. Par contre, si vous regardez le diagramme sur la droite, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans, enfin reconnaîtront en tout cas leur expérience, c'est que la productivité des développeurs, le facteur, là, c'est un facteur de 7 sur 40 ans. Et donc les développeurs ne sont pas du tout beaucoup plus productifs qu'à l'époque, alors qu'on construit des systèmes 10, 20 fois, 10 000 fois plus complexes qu'à l'époque. Donc pour moi, en fait, le problème à régler, c'est vraiment la productivité des développeurs. Et donc ça, c'est vraiment la clé pour faire progresser l'état de l'art. Et en tout cas, dans mon cas, arriver à mes rêves d'enfance. Et donc, j'ai eu 2 expériences vraiment qui m'ont marqué. La première, c'était en 1995, quand j'ai utilisé le navigateur Netscape pour la première fois. À l'époque, j'étais chez Accenture en France et je développais des applications COBOL sur mainframe, ou bien des applications client-serveur. Et quand j'ai utilisé le navigateur pour la première fois, je me suis dit, voilà une nouvelle manière de créer des applications. Et puis après, j'ai passé les 20 prochaines années de ma carrière à créer ces applis web.
Et la deuxième expérience, c'était en 2015, quand j'étais chez Microsoft. Chez Azure, en fait, je m'occupais d'essayer de ramener toutes les workloads, toutes les applications Linux et Java sur Azure. Et c'était assez compliqué parce qu'Azure est vraiment à l'époque était très orienté Windows. Et en fait, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était cette techno qui venait d'apparaître, qui s'appelait Docker. Et quand j'ai commencé à utiliser Docker, je me suis dit, waouh, ça c'est le genre d'outil qui va vraiment structurer ma manière de faire des applications. Et plus je l'utilise, plus j'ai envie de l'utiliser. Et donc, au bout d'un an à jouer avec Docker, en fait, j'ai rejoint la compagnie pour travailler avec Solomon Hykes, le fondateur de la boîte. La raison pour laquelle les containers ont explosé en adoption depuis 5 ans qu'ils existent, c'est 3 tendances massives dans l'industrie que je pense que vous avez dû les expérimenter dans vos entreprises. La première, c'est l'agilité. Les développeurs, on adore la complexité, la construire des systèmes super complexes. On est toujours en retard. Ça, je suis sûr que c'est une expérience très partagée par tout le monde ici. Et en 99, il y a un gars qui s'appelle Ken Beck qui a écrit un bouquin Extreme Programming où il définissait un ensemble de pratiques pour minimiser les risques sur les projets en ayant toujours un opérationnel dans la boucle qui connaît le métier et en faisant de courtes itérations où on a toujours du code qui tourne. Donc ça s'est complètement développé. Beaucoup d'entreprises ont adopté l'agile. Netflix est un bon exemple en fait, de l'utilisation de l'agile et de à quoi ça sert en termes de business. C'est pour minimiser ce qu'on appelle le MTBAMS. C'est Adrian Cockcroft qui a créé ce mot-là. C'est le mean time between ID and making stuff happen. L'idée de l'agile, en fait, c'est de rendre les développeurs plus productifs et quand ils ont une idée, d'arriver très vite à un résultat qui tourne. Ken Beck, après coup, est allé chez Facebook. Il a fait un talk super intéressant que je vous recommande sur les effets de l'accélération dans le software. Une autre tendance, c'est DevOps. Alors, depuis le monde du mainframe, les devs et les ops en fait, étaient très séparés. Les devs font leur application, les ops ne veulent pas en entendre parler. À l'époque du client-serveur, ce n'était pas tellement meilleur. On utilisait des outils différents, des pratiques différentes. À l'époque du web, c'était horrible, on n'utilisait pas du tout même les mêmes langages. Côté Ops, c'était plutôt du Perl. Côté Dev, c'était du Java ou du C++. Et en fait, les dernières années avec le cloud, il y a une nouvelle tendance qui s'est développée où les Ops et les Devs travaillent ensemble avec les mêmes pratiques et un vocabulaire commun. Et ça s'appelle DevOps. Et alors DevOps, c'est avant tout un mouvement culturel. J'ai eu beaucoup de discussions avec pas mal d'entre vous qui s'intéressent à cette pratique. C'est avant tout un mouvement culturel. Et il y a des aspects produits, donc Docker est très souvent utilisé pour mettre en place des démarches DevOps. Mais pour moi, en fait, DevOps, c'est avant tout culturel et la partie people et process est super importante. Et donc, si vous pensez adopter une démarche DevOps dans votre entreprise, commencez par réfléchir à l'aspect culturel, à comment je dois former les gens dans mon entreprise. Il y a tout un tas de pratiques comme infrastructure as code, continuous delivery, etc. Les ops en fait, doivent apprendre à devenir des programmeurs et les programmeurs doivent apprendre ce qui se passe en production. Et donc, il faut changer en fait, la manière dont on organise les équipes. Et DevOps, c'est pas tellement pour que les gens soient très heureux ensemble et chantent Kumbaya ensemble. Il y a un aspect très business derrière. Et l'aspect business, vous pouvez le voir dans ces chiffres. En 99, un admin système dans le monde Windows gérait 5 machines, 50 dans le monde Linux où c'est quand même plus automatisé. En 2015, dans des grandes organisations comme Facebook, Google, etc., qui sont très automatisées, qui utilisent les containers et l'infrastructure as code, un admin système gère 10 000 à 20 000 machines. Et pour en arriver là, en fait, il faut changer complètement les pratiques. Donc pour arriver à un facteur de 2000, ça permet de faire des économies énormes en fait, et de créer des applications de plus grande taille. Hank Kolk de ING a donné un excellent talk en 2014 à DockerCon Europe pour expliquer l'aspect transformation de l'entreprise, en fait, l'aspect plus culturel. Et si vous vous intéressez à ce sujet-là, je vous conseille d'aller au workshop que Adrien Blin organise cet après-midi sur le sujet. C'est passionnant. L'autre tendance, c'est le cloud. Alors, le cloud, les vendeurs de cloud, on a vu Amazon hier, c'est la land. Hein. Si les entreprises vont dans le cloud, tout ira bien, tous les problèmes vont être réglés, etc. Et on sera tous très heureux.
Dans la pratique, alors quand je suis allé à un événement chez Capgemini il y a un bout de temps, et le truc qui m'avait bien fait marrer, c'était leur affiche que vous voyez là, le cloud dans tous ses états. Vous voyez cette jeune femme magnifique, super souple, là, qui fait la position Supta Virasana. Il se trouve que moi, je fais beaucoup de yoga et je sortais d'un stage de yoga quand je suis allé à cette conférence. Et en fait, moi, quand je fais Supta Virasana, ça ressemble plutôt à droite, là. C'est-à-dire, j'ai 50 ans, je ne suis pas très souple, et j'ai besoin de tout un tas d'accessoires, en fait, pour arriver à faire la pose. Bon, une fois que je l'ai fait, je suis très content. Et en fait, mon corps ressemble pas mal, sans doute, à vos systèmes d'information. C'est-à-dire, dans vos systèmes d'information, vous avez des vieux trucs sur mainframe, du client-serveur, de toutes les époques. C'est une vraie archéologie de l'informatique. Et en fait, pour passer dans le cloud, il faut des accessoires. Et chez Docker, en fait, c'est ce qu'on fournit, des accessoires pour aider à passer dans le cloud et garder des workloads on-premise. Et ça, c'est un aspect aussi important. Les fournisseurs de cloud vont vous montrer une vision très idyllique. Donc, vous allez aller vers le cloud comme Bilbo quand il part dans son voyage. Mais le truc, c'est que Bilbo, quand il arrive à l'issue de son voyage, en fait, il y a un gros dragon. Et à la fin, tout ce qu'il a envie, en fait, c'est de rentrer chez lui. Et c'est vrai pour vos workloads. C'est-à-dire, quand vous allez mettre des workloads chez Amazon, chez Google et chez Microsoft, éventuellement, vous aurez envie d'en ramener tout un tas chez vous ou bien d'en garder chez vous on-premise. Et donc cet aspect hybride et multi-cloud, c'est pareil, en fait, Docker est assez au centre de cette problématique. On a une solution en fait, qui permet de faire tourner des trucs chez soi et en utilisant les mêmes API et la même portabilité, de les faire tourner dans n'importe quel cloud. Ça, c'est une vision du cloud market que je présente d'habitude à mes collègues. Alors, je me moque de pas mal de sociétés, mais vu que j'ai bossé pour presque tous, je peux me le permettre. Et donc c'est sous forme de film. Donc pour moi il y a deux aspects en fait. Il y a l'aspect on-prem, c'est ce qu'on voit avec VMware à gauche, et puis de l'autre côté il y a le cloud avec la guerre entre les trois cloud providers, Microsoft, Amazon et Google. Maintenant il faudrait peut-être ajouter Alibaba qui commence à devenir important dans ce domaine-là. Et je dirais que Docker est en fait au milieu, on est à la fois on-premise et dans le cloud. Alors pour moi, en termes d'analyse du marché, VMware, c'est le film 300. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est un film qui raconte la bataille des Thermopyles. Donc c'est Léonidas, le roi de Sparte, qui est très courageux. Il est à la tête de ses 300 guerriers grecs. Et il crie « Sparte !» Et puis ils sont très courageux et ça dure 2h30 avec plein d'effets spéciaux. À la fin, ils meurent tous. Et pour moi, c'est un peu ce qui attend VMware et la virtualisation. Là, ils essayent de repousser ça au maximum en faisant des alliances avec Amazon, etc. Mais je ne leur donne pas 10 ans avant de mourir. Désolé pour mes anciens collègues de VMware. Amazon, pour moi, c'est ce film, c'est un vrai nanar, mais ça s'applique très bien. C'est Independence Day 2. Donc là, c'est des extraterrestres qui arrivent sur la Terre avec un vaisseau géant. Et il y a une scène légendaire dans le film où le vaisseau se pose sur l'Atlantique. Et donc, il y a un général qui parle au président, et le président lui dit « Alors, il s'est posé où ? Sur l'Atlantique. Mais où ça ? Sur tout l'Atlantique. En fait, le vaisseau est aussi grand que l'Atlantique. » Et c'est vraiment l'effet qu'Amazon a fait avec son cloud géant dans le marché des softwares d'entreprise. En fait, Amazon est en train de manger tout le marché. Et pour moi, c'est Independence Day, et ça fait peur à tout le monde et dans tous les domaines. Ensuite, il y a Google. Alors moi, quand j'étais chez Google, le sentiment que j'avais quand j'essayais de vendre nos solutions, notamment en France, là, dans les grands comptes, je leur disais, voilà, plateforme as a service, c'est tout automatisé, toutes vos données sont chez nous, vous ne touchez plus à rien, etc. Et j'avais le sentiment d'être le personnage de Marty dans Retour vers le futur. Quand il va dans les années 50, il monte sur scène, il commence à jouer du rock'n'roll. Alors les gens adorent, ils dansent tout ça, rock'n'roll, ils sont prêts pour le rock'n'roll. Puis à la fin, il s'excite un peu et il joue du hard rock. Et là, c'est la musique qui vient du futur, et là, tout le monde se tait, en fait. Il le regarde avec des yeux médusés. Et c'est un peu l'impression que j'avais chez Google, c'est-à-dire c'est une techno qui vient du futur, mais qui n'est pas du tout adaptée aux besoins des gens et qui ne leur donne pas le chemin pour y aller. Microsoft, c'est Schwarzenegger dans Terminator 2. Dans Terminator 2, il revient, mais cette fois-ci, c'est le gentil. Donc ça, c'est le nouveau Microsoft de Satya Nadella, qui aime l'open source, qui aime Java, etc.
En fait, c'est Satya qui m'a embauché chez Microsoft pour aider à faire cette transition et je me suis bien marré les 18 mois que j'ai passé là-bas. Et puis nous, Docker, on est Charlie à la chocolaterie, on fait des chocolats super bons et tout le monde aime ça. J'espère que vous aimez le chocolat. Bon, alors parlons un petit peu des containers logiciels. Moi, j'ai un peu l'impression d'être un hamster dans une roue qui tourne, c'est-à-dire on fait, dans le monde de la technologie, je tourne dans ma roue et puis tous les 10 ans, il y a la même architecture qui revient. Pour les containers, c'est pareil, en fait, c'est un truc qui existait depuis très longtemps en fait, j'ai adoré le talk de Pascal tout à l'heure qui parlait de l'innovation en assemblant des morceaux existants pour faire des trucs nouveaux. C'est vraiment ce que Solomon a fait, en fait. Il a pris les namespaces et les cgroups, qui sont des fonctionnalités de Linux, d'isolation. Il a rajouté un union file system pour les images. Il a packagé tout ça dans un outil super facile à utiliser. Et donc, c'est Docker. Et ça permet une plus grande densité de workloads, une grande agilité pour les développeurs, etc. Et puis, il y a une meilleure densité que pour les VM. Bon, la plateforme Docker, nous, ce qu'on crée, en fait, c'est une plateforme qui tourne autour de Cloud, VM, Bare Metal, On-Prem, etc., et puis qui fait tourner n'importe quel type de workloads. Ça marche super bien. On a créé un standard avec 40 autres compagnies qui s'appelle OCI. On fait partie du CNCF, la Cloud Native Foundation. On vient d'adopter Kubernetes. On commence à vendre dans les entreprises, donc on commence à avoir pas mal de clients, notamment en France. Là, Adrien de la Société Générale, c'était un des champions de Docker en France. La plateforme qu'on fait, en fait, elle se situe entre l'infrastructure et les applications. Et c'est à la fois pour les devs et les ops, avec quelques principes d'indépendance, d'ouverture et de simplicité. La plateforme, ce qu'il y a dedans, en fait, il y a un core container runtime qui s'appelle Containerd, qui fait tourner les containers à la fois sous Linux et Windows. Au-dessus, on a un orchestrateur. Alors, on avait notre orchestrateur qui s'appelle Swarm, et puis on vient de rajouter Kubernetes. Et puis, on fabrique deux produits, Community Edition, qui est gratuit pour les développeurs, et Enterprise Edition pour les entreprises, avec Role-Based Access Control et tout un tas de fonctionnalités orientées entreprise. C'est un projet communautaire. Donc là, c'est Solomon avec les deux fondateurs du projet Kubernetes à la dernière DockerCon, quand on a annoncé qu'on rajoutait Kubernetes dedans. Donc on crée Docker en open source avec tout un tas de composants dans un projet qui s'appelle Moby, qui est très actif. Il y a 8800 pull requests par an dessus et il y a 9000 contributeurs. Et puis à partir de ça, on fabrique nos produits. Et il y a tous ces composants en fait, qui sont dans les projets open source. En termes de use case, les microservices, donc beaucoup de gens ont commencé Docker avec les microservices. Le cas qu'on voit le plus souvent aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on appelle la modernisation d'applications traditionnelles. Les entreprises prennent leurs vieilles applis et elles les modernisent. Et puis, récemment, en fait, il y a plusieurs tendances. La première, c'est TensorFlow, donc l'intelligence artificielle. Là, je vais un peu vite parce que je commence à arriver vers la fin. Dans les nouvelles tendances, l'intelligence artificielle, je vous conseille de lire le papier de Jeff Dean de Google de 2015 sur TensorFlow. L'idée, c'est que en fait, Google a repris des algorithmes de réseaux de neurones des années 80-90 qui ne marchaient pas à l'époque. Et en fait, en les faisant tourner en parallèle sur plein de machines dans le cloud et en les nourrissant avec un énorme volume de données, on arrive à des résultats vraiment incroyables aujourd'hui. Et le fait de les faire tourner en parallèle, en fait, tous ces trucs-là, ça tourne dans des containers en parallèle relativement facilement au-dessus de Kubernetes. Et ça, pour moi, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle révolution en intelligence artificielle. Ces algos qui sont sortis il y a 3 ans, maintenant, deviennent super faciles à utiliser. Et je pense que ça va révolutionner tout un tas de catégories de l'industrie. Enfin, tout un tas d'industries. Une autre tendance assez intéressante, c'est le serverless. Donc là, l'idée, c'est d'encore décomposer ces applications en choses encore plus petites que les microservices. Là, c'est juste un ensemble de fonctions qui répondent à des événements. Les cloud providers ont tous leur plateforme propriétaire pour ça et il y a des plateformes open source qui tournent sur les containers. Bon, je voulais finir par le taoïsme, le Tao de Docker pour moi. En fait, donc je m'intéresse pas mal au taoïsme et à Lao Tse. Il y a la version BD, si vous voulez, en anglais, là. Et il y a 2 concepts dans le taoïsme, pour moi, qui expliquent bien ce qu'est Docker. La première, c'est Wu Wei, ou l'action sans effort. Et la manière dont ça s'applique aux containers, c'est qu'en fait, avec les containers, en fait, c'est très facile de prendre une vieille application Windows ou Java, de la dockeriser et puis après de la monter dans le cloud ou de la faire tourner on-prem. Et donc cette modernisation, sans avoir à toucher le code, c'est vraiment un truc qui marche très bien.
Et l'autre, c'est Turan, ou le fait de suivre la voie de l'univers. Et ce que ça veut dire dans la conception d'application, ça veut dire Bounded Context, Container-Based, No State, No Coupling. Donc ça, vous reconnaissez le modèle des Cloud Native Applications. Et en fait, Docker, c'est une plateforme qui permet à la fois de faire Wu-Wei, modernisation d'applications traditionnelles, et Turan, les microservices. Et je voulais terminer sur deux bouquins de François Julien. Je vous conseille de lire ces bouquins-là. Vous êtes tous, en fait, là, quand je discutais à table, etc., vous êtes tous dans une pensée de transformation de l'entreprise. Et en fait, François Julien, c'est un philosophe français qui est aussi sinologue et qui a réfléchi sur le concept des transformations silencieuses. Et dans le cadre de la transformation des entreprises, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et puis, il a écrit un bouquin récemment sur la seconde vie. Pour tous ceux d'entre vous qui sont dans la midlife crisis, c'est un bon bouquin à lire, mais aussi sur la seconde vie pour vos applications. Voilà, merci beaucoup. Et pas de temps pour les questions, mais on pourra discuter dehors. Perfect timing. Alors, c'était inspiring, comme je dirais. J'ai un peu peur que tout le monde veuille venir à l'atelier DevOps. Alors, je voudrais quand même préciser les choses. Il y en a 4 autres. Il y a RGPD, il y a le chatbot, il y a gérer son programme de résilience, et les containers. Alors, petit message personnel pour Sylvie Roche. Pour le sponsorship l'année prochaine de l'ITES. J'ai peur que ça soit un peu difficile avec VMware, avec Microsoft et avec Google, donc il va falloir trouver des plans B. Merci 1000 fois, Patrick. Merci.